Direction le Mali où plusieurs médias rapportent les propos du président par intérim malien Assimi Goïta. Ils accuseraient Paris d'avoir imprimé de faux billets de francs CFA afin de nuire à l'économie du Mali. Au Burkina Faso, le président malien Assimi Goïta annonce qu'il assure la sécurité et qu'il intensifie les collaborations avec les pays voisins. Le colonel Assimi Goïta, président malien, a annoncé mardi à Ouagadougou que la situation sécuritaire de son pays est maîtrisée et que les forces armées maliennes, les FAMA, ont l'avantage sur le terrain dans l'ensemble du pays. Lors de sa visite au Burkina Faso, il a souligné que de nombreuses bases terroristes ont été démantelées, des chefs terroristes éliminés et plusieurs combattants actifs ont capitulé. Avant qu'on ne continue, je vais vous parler de Zirema. C'est une application de livres audio et numériques où vous pouvez écouter ou lire beaucoup d'auteurs africains. Le catalogue est riche et continue de grandir, vu que de nouvelles œuvres sont publiées chaque jour. Ce qui lie une personne à un pays, c'est d'abord l'amour qu'elle porte à celui-ci. L'amour de sa patrie. Un sentiment d'appartenance, un attachement à des valeurs, à une croyance, des principes, des traditions. Pour l'instant, Zirema n'est disponible que sur iOS, donc sur iPhone. Le lien de l'application est en description ainsi que le lien de leur Instagram. Vous pouvez les suivre pour être au courant de leurs actualités. Par exemple, quand est-ce que va sortir la version sur Android. Goïta a dénoncé la manipulation et le financement du terrorisme par certaines puissances étrangères, affirmant que cette stratégie ne correspond pas aux attentes des populations locales. Il a également insisté sur le caractère irréversible de la coopération entre les États de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, après des discussions constructives avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. En ce qui concerne le retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en janvier, Goïta a expliqué que l'objectif de l'AES est de quitter des partenariats jugés inefficaces pour se tourner vers des partenaires tels que la Russie, la Chine et la Turquie. Des accords ont été conclus avec ces pays pour renforcer les capacités militaires et mener efficacement des opérations contre les groupes armés terroristes. En matière de coopération bilatérale, notamment sur les questions de sécurité et de développement économique, le Mali et le Burkina Faso prévoient d'organiser des formations conjointes pour améliorer leurs capacités opérationnelles terrestres et aériennes. Ils envisagent également de partager des informations et de mutualiser les ressources entre leurs services de renseignement. Dans un contexte différent, Goïta a accusé Paris d'avoir imprimé de faux billets de francs CFA dans le but de porter préjudice à l'économie du Mali. Plusieurs médias en ligne maliens ont partagé l'information selon laquelle le président Goïta accuserait Paris d'avoir imprimé de faux billets de francs CFA pour nuire à l'économie du Mali. Et ces articles, ils ont ensuite été partagés sur les réseaux sociaux par des pages d'actualité comme Burkina Actu sur Facebook, qui est suivi par 150 000 personnes et eux aussi relaient cette information. Lors d'un discours prononcé à Sikasso le 22 juin, le président malien a noté que la même tactique avait été utilisée contre la Guinée en 1960. Il a identifié 3 formes de terrorisme auxquelles le Mali est confronté. Le terrorisme armé, le terrorisme médiatique impliquant des mensonges et des fake news pour diviser, ainsi que le terrorisme économique. À titre d'exemple de ce dernier type, Goïta a cité la situation où Bamako a dû se tourner vers la Guinée pour ses échanges commerciaux après que la CEDEAO a imposé des sanctions en 2022, entraînant des frais portuaires 3 fois plus élevés pour les Maliens dans ce pays. En conclusion, le dirigeant malien a appelé à l'abandon du franc CFA, une monnaie coloniale, en faveur d'une monnaie locale. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. En RDC, la mission de l'ONU au Sud Kivu se retire après plus de 20 ans de service. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a fermé son bureau à Bukavu mardi, mettant fin à son engagement dans le Sud Kivu après plus de 20 ans, selon une source onusienne. Dans un communiqué publié sur son site internet, Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, a exprimé sa gratitude envers le personnel civil et militaire pour leur contribution à la paix et à la sécurité dans la région. Elle a salué leur courage et leur dévouement face aux défis souvent ardus du maintien de la paix. La cérémonie marquant cette étape a été honorée par la présence de la première ministre, Judith Tuluka, du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pourouzi, ainsi que d'autres représentants des Nations Unies et du gouvernement national.
La MONUSCO a également remis des actifs d'une valeur de 10 millions de dollars aux autorités congolaises et à plusieurs partenaires locaux. Un héliport et une base nouvellement construite près d'Ouvira, évaluée à 1,5 million de dollars, ont été remis aux forces armées de la RDC lors d'une cérémonie à Kavumo, située à 32 km de Bukavu. À partir du 1er juillet 2024, une équipe résiduelle de 34 civils restera au Sud Kivu pour soutenir les agences, fonds et programmes des Nations Unies dans le maintien des réseaux d'alerte communautaire, la protection des enfants et le dialogue avec les communautés. Depuis janvier 2024, la mission a transféré ou fermé 7 bases ou sites: Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Kavumu, Rutemba et Sange, ainsi que 15 autres installations dans le cadre de son retrait progressif. Le blogueur Tapé Groubera, enseignant, chercheur et écrivain, a analysé l'arrestation de 2 ressortissants français à Bangui, en République centrafricaine. Un événement largement médiatisé survenu le 10 juin 2024. La gendarmerie centrafricaine a appréhendé Ousmane Samir Antonio et Ben Salem à leur domicile dans le 7e arrondissement de Bangui, près de la résidence de l'ambassadeur de France. Une perquisition a permis la découverte d'armes AK-47, de munitions de gros calibre, de grenades, de casques militaires balistiques, ainsi que de sommes importantes en francs CFA, de passeports de divers pays, d'uniformes militaires et d'autres articles. Les 2 individus possèdent chacun plusieurs passeports et permis de résidence à Dubaï. Ousmane Samir Antonio a admis lors de l'audience avoir effectué son service militaire en tant que parachutiste à l'ATAP dans le nord de la France. À Bangui, ils sont connus comme des opérateurs économiques dans le secteur minier. L'arrestation de ces 2 mercenaires français en possession d'un arsenal d'armes à leur domicile a poussé le porte-parole du gouvernement, Maxime Balalou, à exhorter les Centrafricains à être vigilants à l'égard de certains étrangers résidant en République centrafricaine. Il met en garde contre le risque que les ennemis cherchent à déstabiliser le régime en infiltrant le pays par tous les moyens. Le porte-parole a souligné que malgré la volonté des autorités centrafricaines d'ouvrir les portes du pays à tous les pays désireux de coopérer, il existe malheureusement des individus nostalgiques du passé colonial de la RCA qui persistent à vouloir déstabiliser la 7e République. En plus de la déclaration de Maxime Balalou, le gouvernement centrafricain avait déjà exposé sa position officielle sur la question à travers un communiqué du bureau du procureur. Selon Tapé Groubera, l'important arsenal d'armes découvert dans la résidence des mercenaires français les expose aux sanctions de l'article 259 du Code pénal centrafricain qui prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 5 à 10 millions de francs CFA. La publication internationale de renom, Africa Intelligence, rapporte que le président de la République centrafricaine n'est pas satisfait de l'arrestation des citoyens français, craignant que cela n'envenime les relations avec la France. Récemment, en avril 2024, le président Faustin Archange Touadéra avait signé une feuille de route avec Emmanuel Macron pour restaurer les relations avec la France. Cette situation remet désormais en question l'intégrité de ce partenariat. La détention des ressortissants français n'a toujours pas été commentée par l'ambassade de France à Bangui, ni par aucun autre organisme gouvernemental français. Selon le blogueur et écrivain Tapé Groubera, ce silence et l'absence de mesures concrètes de la part de la France pourraient indiquer une perte de sa capacité à dialoguer avec les pays africains, voire un affaiblissement de son poids politique dans la région. Le Niger cherche à contourner le Bénin pour exporter son pétrole. Un grand projet de pipeline soutenu par la Chine qui vise à transformer le Niger en exportateur de pétrole fait face à plusieurs défis majeurs. Ces défis sont amplifiés par une crise sécuritaire interne et un différend diplomatique avec le Bénin voisin. Le pipeline s'étend sur 1930 km reliant le champ pétrolier d'Agadem développé par des investisseurs chinois au port de Cotonou au Bénin. À l'origine destiné à permettre au Niger, riche en pétrole mais enclavé, d'augmenter sa production pétrolière presque 5 fois, ce projet ambitieux a été rendu possible par un accord de 400 millions de dollars signé en avril avec la compagnie pétrolière nationale chinoise. Cependant, le projet rencontre plusieurs défis importants. Notamment, un différend diplomatique avec le Bénin a conduit à la fermeture du pipeline la semaine dernière. Cette semaine, un groupe rebelle local, le Front Patriotique de Libération, a revendiqué une attaque ayant endommagé une partie du pipeline et menace d'autres actions si l'accord de 400 millions de dollars avec la Chine n'est pas annulé. Pour résoudre la situation, le Niger envisage la possibilité de faire transiter le pétrole par le Tchad et le Cameroun voisin. Cette alternative, tout comme celle du Nigeria, avait déjà été envisagée avant que les autorités nigériennes ne décident de privilégier le pipeline vers le Bénin.
Selon Seydik Abba, chercheur et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES, l'alternative de passer par le Tchad est complexe et incertaine quant à la possibilité de réintégrer les investissements chinois. L'option de passer par le Tchad n'est pas une solution simple, car cela nécessite la construction d'un nouveau pipeline et la recherche d'investisseurs. Les Chinois, déjà impliqués dans le pipeline vers le Bénin, seront-ils prêts à investir à nouveau dans celui vers le Tchad? Je doute que toute cette question ait trouvé réponse. C'est une option viable, mais qui comporte de nombreux défis. Sa mise en œuvre ne sera pas aisée, a-t-il expliqué. Une inquiétude majeure concerne l'impact potentiel de l'arrêt du pipeline sur la croissance économique globale du Niger. La Banque mondiale avait anticipé que l'économie nigérienne, avec un taux de croissance projeté à 6,9% cette année, serait la plus dynamique d'Afrique avec les exportations de pétrole comme moteur essentiel de cette croissance. Les tensions diplomatiques avec le Bénin remontent à juillet dernier, lorsque le président nigérien, Mohamed Bazoum, a été renversé lors d'un coup d'État. Le port de Douala remporte le contentieux face au groupe Bolloré. La Cour de cassation de Paris a jugé en faveur du port de Douala dans le litige l'opposant au groupe français Bolloré. Le port autonome de la capitale économique camerounaise avait été poursuivi par la Douala International Terminal, une ancienne filiale de Bolloré, suite à un processus de renouvellement de la concession du terminal à conteneurs. Bolloré et son partenaire de gestion, le consortium APMT, avaient jugé que l'appel d'offres avait été mené contre leurs intérêts. Cela avait conduit à une procédure d'arbitrage à la Chambre de commerce internationale de Paris où le port de Douala avait été condamné en novembre 2020 à verser 58,6 millions d'euros à la filiale de Bolloré. La Cour de cassation a récemment annulé cette décision, affirmant qu'il y avait des connexions inappropriées entre l'un des juges du tribunal arbitral et un avocat du groupe Bolloré. La Douala International Terminal, maintenant propriété du groupe MSC, considère que cette annulation concerne uniquement la procédure et non le fond du litige.